Mais on commence avec ces images hivernales et ce nouvel assaut du froid, notamment dans l'est de la France. Il y a eu du verglas ce matin, résultat quelques sorties de route et un réseau parfois impraticable. Des embouteillages monstres aussi à Grenoble. Cet air glacial qui nous vient de Russie traversera le pays une bonne partie de la semaine. Le point avec Loubna Anaki et nos bureaux de Lyon et de Strasbourg. Le froid, c'est aussi le retour de la bronchiolite pour les tout-petits. L'épidémie est à la fois plus précoce et plus virulente que les années précédentes. Alors les cabinets de médecins sont pris d'assaut, les kinésithérapeutes débordés. À Rennes, le service des urgences pédiatriques est au bord de la saturation. Reportage sur place, Romuald de Bonan, Gabriel Camilla. L'éducation, maintenant, on va parler dans un instant de la campagne de recrutement des profs. Mais on s'attarde d'abord sur cette affaire qui crée la controverse. À Montmoreau, en Charente, un prof de français a demandé à ses élèves de 3e de rédiger une rédaction dont le sujet était « Imaginez votre suicide à 18 ans et écrivez la lettre que vous laisseriez ». De nombreux parents s'insurgent. Ils demandent des explications à l'enseignant. Sur place, Anne Guillet-Épée, Alain Darigrand. En marge de cette affaire, une vaste campagne de recrutement débute aujourd'hui dans l'éducation nationale et le but est d'embaucher 43 000 enseignants en 2 ans. Mais le problème, c'est que le métier ne fait plus vraiment rêver les jeunes. Les profs n'ont plus l'aura dont ils bénéficiaient avant. Vincent Payon propose d'ailleurs de discuter à partir de janvier d'une revalorisation de la filière. Gian Benzina, Pascal Caron, Éric Delagneau. Cette confirmation, maintenant, les prix du gaz vont bien augmenter à partir du 1er janvier prochain de 2,4%. La ministre de l'écologie et de l'énergie l'a annoncé ce matin. Parallèlement, les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité seront étendus à 830 000 personnes supplémentaires pour limiter l'impact de cette hausse sur les plus démunis. On va justement parler de la conférence nationale sur la pauvreté. Aujourd'hui, 1 Français sur 8 est concerné et vit avec moins de 964 € par mois. Une précarité qui touche en grande partie les familles monoparentales, mais aussi les personnes âgées. C'est le cas de Louis de Mester. Il a 64 ans. Il a travaillé toute sa vie, mais sans les petits frères des pauvres, il vivrait encore dans la rue. Le reportage à Marseille d'Isabelle Staes et Benoît Jourdan. Et pendant ces 48 heures de conférence, le gouvernement va tenter d'amorcer des pistes pour faire reculer la pauvreté en France. Alors, quels sont les leviers qui pourraient être efficaces? Pour le savoir, Valérie Lerouge nous a rejoint sur ce plateau. Valérie, bonjour. Bonjour Alice. La pauvreté rime souvent avec RSA. Alors aujourd'hui en France, qui exactement le touche? Alors justement, le gouvernement réfléchit à une revalorisation du RSA. Quelles sont les pistes qui sont étudiées? Merci à vous Valérie pour ces explications. Le social maintenant avec cette mobilisation des salariés, justement. C'est un triste paradoxe de l'actualité. Au moment où l'on parle de la conférence sur la pauvreté, on apprend que Gérard Depardieu a décidé de s'exiler en Belgique. Obélix n'est plus vraiment français. Il s'est installé de l'autre côté de la frontière, à Néchin. Et sur place, on ne se fait pas d'illusions sur son arrivée. Tout le monde est persuadé que les avantages fiscaux y sont pour beaucoup. Reportage de nos correspondants François Baudonnet et Frédéric Furnemont. Autre paradoxe, il concerne cette fois l'Europe. Les 27 sont en pleine crise depuis des mois, mais l'Union européenne reçoit aujourd'hui le prix Nobel de la paix. La cérémonie très protocolaire se déroule en ce moment même à Oslo. Une vingtaine de dirigeants ont fait le déplacement. Il y a sur place François Hollande, Angela Merkel et Mario Monti, pourtant démissionnaire. Nous retrouvons en direct notre envoyé spécial Jeff Wittenberg. Jeff, l'ambiance est solennelle, mais la fête est un peu terne. Aussi vers Mario Monti parce que ces difficultés pourraient bientôt être celles de l'Europe. Oui, effectivement. À vous, Jeff, après Oslo, direction New York, maintenant avec peut-être aujourd'hui l'épilogue dans l'affaire qui oppose Dominique Strauss-Kahn à Nafissatou Diallo. Une audience doit avoir lieu à 14h heure locale au tribunal du Bronx. Nous retrouvons sur place Stéphane Breitner. Stéphane, bonjour. L'accord financier entre l'ex-patron du FMI et la femme de chambre devrait être officiellement entériné. Merci à vous Stéphane Breitner, vous étiez en direct de New York, retour en France avec un autre procès qui attire tous les regards. Il oppose Valérie Trierweiler aux 2 auteurs de la biographie non autorisée La Frondeuse. La première dame affirme que plusieurs chapitres du livre sont mensongers. Et ce qui retient l'attention, c'est que François Hollande et Emmanuel Valls ont chacun écrit une lettre au tribunal pour dénoncer des affabulations ou des interprétations de propos. Franck Jonozo, Mathias Barois.
La politique encore, avec le résultat du premier tour des législatives partielles de ce week-end. Globalement, les candidats de l'UMP s'en sortent bien, malgré la crise qui a ébranlé le mouvement, et le PS est sanctionné. À Béziers, par exemple, le député sortant arrive largement en tête. Score plus difficile pour la candidate socialiste. La représentante du Front National, elle, est éliminée. Sur place, Léo Lamberton, Sylvain Doba. On en vient à ce procès qui va s'ouvrir en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Béthune. C'est l'entreprise Noroxo qui est en accusation. Elle est soupçonnée d'être à l'origine d'une épidémie de légionellose qui a fait 86 victimes et provoqué la mort de 17 personnes. Près de 10 ans après les faits, les familles des patients décédés attendent beaucoup de cette audience. Sur place, Marianne Mas, Patrick Wurstorn. On ouvre maintenant une large page consacrée aux médicaments génériques et pour la première fois depuis leur mise sur le marché, on enregistre une défiance des patients à leur égard. Les Français sont de moins en moins nombreux à accepter la substitution. Les pharmaciens le constatent tous les jours. Nicolas Châteauneuf, Marie Cazot. Alors, d'où vient cette perte de confiance? Est-ce parce qu'une partie des molécules génériques sont importées d'Asie? La production, d'ailleurs, est-elle fiable? Les usines sont-elles contrôlées? Et par qui? Question-réponse signée Frédéric Prabonneau, Laurence Decherf, Fabien Tormos. Alors, c'est une question importante pour n'importe quel patient. Peut-on faire confiance aux médicaments génériques? Verdict tout de suite avec notre spécialiste santé, Jean-Daniel Flézaquier. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour, Élise. Sont-ils fiables, ces génériques? Mais il n'y a aucune raison de douter de leur jour avec le générique. Les génériques ne sont pas... On vous a bien entendu, Jean-Daniel. Merci de nous avoir éclairés. Puis d'autres informations, bien sûr. Regardez bien l'image qui va suivre. C'est à peine croyable. Ça se passe au bord du Tarn, à Albi. Des silures, ils nagent tranquillement depuis des années. Mais vous allez le voir, ces poissons carnassiers ont trouvé de nouvelles proies. Pas des poissons, non, des oiseaux. Ils sortent en partie de l'eau pour gober les pigeons. Le reportage est signé Muriel Lassaga et Olivier Combe. Notre feuilleton maintenant, et cette semaine, on va vous emmener à bord des coquillards, ces bateaux qui partent à la pêche à la coquille Saint-Jacques dans la baie de Seine, au large de Port-en-Bessin. Une incroyable armada de 80 navires à la recherche de ce trésor reconnu label rouge. Mais vous allez le voir, leur activité est désormais sérieusement encadrée pour préserver les gisements et l'avenir. La route des Saint-Jacques, un feuilleton signé Laurence Decherf, Frédéric Faure, Pierre Aziza et Valérie Castel. La suite, bien sûr, demain. Un mot de football avec le d'inscrit en une année, 86 en 2012, toute compétition confondue. L'Argentin est aussi favori pour un 4e ballon d'or en janvier prochain. Il est l'une des nouvelles figures de la scène comique et dans son spectacle, il se bat contre ce qu'il appelle la dictature des femmes. Il est en plein cœur d'une tournée de 600 dates à Paris et en province. Il sort aussi un DVD et une BD. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Olivier de Benoît. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous pour nous parler de ce spectacle. Très on regarde, on écoute ensemble. Johnny. Voilà, on l'entend. Votre créneau, c'est quoi? Le machisme Non, plaintif? Ce Vous êtes spectacle... un malheureux homme persécuté par ses femmes? C'est une coupe transversale. Est-ce que c'est mieux quand même? Vous êtes toujours aussi charmant. Bon, je préfère, parce qu'une coupe transversale dans un livre de biologie, c'est quand même pas Page terrible. 34, pour ceux qui veulent regarder la page. Ah. Je ne suis pas macho, je ne suis pas misogyne, c'est juste la mauvaise foi qui me guide, si vous voulez. Des hommes... Je pars aussi d'une idée qui... Des hommes opprimés, vous dites, la dictature des Je femmes, suis ça y chargé va très de fort. protéger l'homme des assauts féminins. Voilà un peu voilà, mon objectif. Non, mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a une révolution. Nos parents vivent différemment que nous en couple, c'est-à-dire qu'elle me l'impose. Sinon, elle vous battra à la sortie. Elle nous écoute, malheureusement. Oui. J'aime pas ce mot au féminin. Non, mais finalement, les filles rient encore plus que les hommes parce qu'elles ont plus d'humour. Vous vous définissez justement comme une Florence Foresti au masculin. Pourquoi? C'est très prétentieux, j'espère avoir la même carrière. En tout cas, c'est vrai que mais en plus, voilà, et puis donc voilà, et puis en plus, non, mais c'est vrai que Feuille de laitue, c'est pas mal. Mais je me moque aussi des garçons. Mais c'est vrai, par exemple, quand je me transforme en femme à un moment donné avec une formule magique, et c'est le moment que je préfère le spectacle, ça dure un instant, je me transforme en femme avec une formule magique, et là je dis, les hommes se marrent, les femmes me sifflent, mais je vous jure qu'il y a une part de vérité là-dedans. Alors, on va tout de suite voir un deuxième extrait. Mais non, c'est pas du tout caricatural, mais non. Dites-moi, après des années où vous avez joué dans des salles pas toujours pleines, franchement, cette tournée, c'est le succès, ça marche partout, les salles sont pleines. L'Olympia, ça vous fait un peu peur ou pas? Écoutez, c'est vrai qu'au milieu,
C'est vrai. Oui, je vous jure que c'est vrai, ça vous fait rire, tant mieux. Moi, ça ne m'avait pas fait rire, j'avais pas fait de rappel à ce moment-là. J'imagine. Aller prendre un verre. Rien de plus insupportable que de jouer devant, c'est un speed dating en fait. Ouais. Et maintenant, on est à 2000 places. Non, c'est un conte de fées, voilà. Guy, qui est un des jurés dans Demande Henry, m'avait prêté l'idée que j'étais un créateur d'images. Et donc, il y a un éditeur de BD qui a dit, mais pourquoi pas faire une BD à partir des meilleurs sketchs que j'ai pu faire chez Laurent Ruquier. Et c'est... Olivier de Benoît, la tournée en janvier à La Cigale, le 15 à l'Olympia. Il reste encore des places pour l'Olympia. Beaucoup de dates aussi en région. On vous remercie beaucoup d'être Merci de votre venu invitation. sur notre Et vive les plateau. femmes. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète. Philippe Verdier. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.